Le cheval est l'une des espèces animales qui voyage le plus à travers le monde. Cela lui permet de développer en permanence ses capacités d'adaptation aux différents lieux, aux différents climats, ainsi qu'aux différents modes d'alimentation. En effet, il suffit parfois de quelques kilomètres pour changer complètement d'environnement, et la plupart du temps, cela se produit sur des distances bien moins importantes que celles qu'une harde de chevaux peut parcourir tout au long d'une journée. Dans les régions montagneuses, par exemple, la végétation change en fonction de l'altitude et du climat. La température et l'humidité favorisent de façon différente le développement des espèces en fonction de leur environnement, et ces changements peuvent se vérifier sur des distances très courtes. Des études ont été menées afin d'observer les changements au sein d'un environnement donné, ainsi que les capacités d'adaptation du cheval à ce nouveau contexte. Les altérations du comportement et des conditions physiques sont donc le résultat direct ou indirect de ces changements. Le cheval arabe, par exemple, se distingue par sa silhouette typique et son élégance. Sa tête, au profil concave, très expressive, ses membres fins, ajoutés à une structure osseuse tout à fait singulière, procurent en effet une sensation de grâce aux yeux même les plus experts. Naturellement, dans des régions montagneuses, le cheval arabe doit s'adapter à un environnement tout à fait différent de son milieu d'origine, le désert. Dans les régions d'altitude, on rencontre généralement des chevaux puissants et musclés qui se sont adaptés au relief escarpé et aux sentiers en pente. À l'origine, les chevaux sont faits pour vivre en liberté et à l'état sauvage. En revanche, au box, ils doivent démontrer de grandes capacités d'adaptation pour survivre dans un espace clos. C'est sans doute là que les chevaux sont le plus surprenants. En effet, il est assez incroyable de voir avec quelle facilité ils s'adaptent à un nouveau mode d'alimentation. En liberté, les chevaux passent l'essentiel de leur temps à brouter, en moyenne 16 heures par jour, ingérant à chaque fois de petites quantités d'herbe, tandis qu'au box, ils n'y consacrent par la force des choses pas plus de 4 heures. Les chevaux peuvent également s'adapter sans trop de difficultés au changement de température ambiante. Habitués à maintenir leur température corporelle constante, ils sont tout à fait capables de vivre dans des régions où les températures sont négatives la nuit et peuvent atteindre voire dépasser les 20 ou 30 degrés le jour. Ils savent aussi modifier leur comportement en très peu de temps. Ainsi, les chevaux peuvent rester immobiles pendant une nuit particulièrement froide, couchés en décubitus sternal, pour réduire la superficie du corps exposée au froid, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie. Pendant les heures les plus chaudes, ils marchent à la recherche d'un peu de vent ou d'une légère brise pour bénéficier de l'effet de convection, en transpirant et en exposant leur corps à la fraîcheur de l'air pour en éliminer la chaleur. Il est intéressant également de voir qu'ils peuvent s'arrêter de manger pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ils évitent de gaspiller l'énergie produite par la digestion et se sentent mieux. Ils profitent alors de la nuit et de l'aube, soit les heures les plus fraîches du jour, pour manger. Le goût joue également un rôle essentiel dans le système d'adaptation des chevaux. Ils choisiront en premier lieu des pâturages à l'herbe fraîche et savoureuse, avant de se tourner vers des aliments plus secs, mais riches en fibres. Mais si le besoin s'en fait sentir, ils n'hésiteront pas à manger des plantes amères ou à ronger les écorces des arbres, notamment à la recherche de calcium. En cas de carence en minéraux, les chevaux peuvent aller jusqu'à manger de la terre, voire même une partie de leurs excréments, très riches en minéraux, affichant encore une fois des capacités d'adaptation que beaucoup d'autres animaux n'ont pas. On sait par ailleurs que les chevaux préfèrent les aliments sucrés aux aliments riches en tanins, en alcaloïdes ou amers. Pour diverses raisons et à certaines époques, il semblerait que le goût des chevaux se modifie et l'on peut ainsi voir certains d'entre eux ingérer des plantes qu'ils ne mangent d'ordinaire jamais. La domestication et la sélection ont fait évoluer la race équine à une vitesse bien plus grande que si les chevaux étaient restés à l'état sauvage. Aujourd'hui, certaines races de chevaux se sont tellement bien adaptées à leur vie en écurie avec l'homme, qui les protège et les nourrit,
qu'elle ne serait sans doute plus capable de retourner à l'état sauvage. La docilité du cheval et la réussite de sa cohabitation avec l'homme sont sans nul doute le résultat de ses étonnantes capacités d'adaptation, dont les zèbres, pourtant de la même espèce, sont dépourvus. Tandis que le phénotype des chevaux peut rapidement subir des modifications en fonction des changements d'environnement, la chimie des émotions est, elle, inaltérable. Voilà pourquoi la sélection opérée par l'homme donne de très bons résultats lorsqu'il s'agit d'améliorer les capacités physiques des chevaux, mais se montre en revanche bien moins efficace lorsqu'elle cherche à adapter et à influer sur leurs capacités mentales. Le vétérinaire et zootechnicien français Raoul Baron mit au point au XIXe siècle une classification des animaux selon des critères bien précis tels que le poids et la taille, les proportions ou encore le profil frontonasal des spécimens. Cette classification s'applique naturellement aux chevaux, mais également à de nombreuses autres espèces, dont l'espèce humaine. En ce qui concerne les chevaux, on trouve donc une première classification qui se base sur la taille et le poids des individus. Ainsi, les chevaux dont la taille au garrot est normale et dont le poids se situe entre 350 et 500 kg sont dits eumétriques. Il s'agit le plus souvent de chevaux de selle et de sport. En effet, citons parmi les races de chevaux eumétriques le criollo, le quarter horse, le paso péruvien ou bien encore le pur sang arabe. Les chevaux les plus petits sont quant à eux dits hypométriques ou hélipométriques. Leur poids est généralement compris entre une valeur minimale de 100 kg et une valeur maximale de 350 kg. Ce sont des montures idéales pour les enfants qui découvrent l'équitation. Par le passé, ces chevaux se sont également révélés très précieux dans les mines de charbon. Le Shetland et le Welsh sont par exemple des races de chevaux hypométriques. Restent donc dans cette classification les chevaux de grande taille, qui sont dits hypermétriques, leur poids dépassant les 500 kg. Cette catégorie est toutefois très large, car certains chevaux, parmi les races les plus lourdes, peuvent atteindre, voire dépasser la tonne. La plupart des chevaux hypermétriques sont, comme on l'a dit, des chevaux lourds ou de trait. Autrefois, ils étaient utilisés en temps de guerre pour tirer les chariots d'artillerie lourde ou bien dans les champs pour tirer les charrues et transporter le blé et d'autres denrées. Aujourd'hui, ces chevaux, encore élevés pour leur viande, connaissent un regain d'intérêt grâce à l'attelage de loisirs ou au débardage. La classification de Baron selon les proportions des chevaux est encore différente, car elle analyse non plus la taille ou le poids, mais bien l'équilibre des formes. Il s'agit donc de l'impression d'ensemble. Un corps plutôt trapu avec des membres courts, un corps plus long que haut avec des membres assez longs, ou bien encore un corps un peu plus haut que large. On qualifie ainsi de mésomorphes ou de médiolignes les chevaux présentant une morphologie moyenne et un bon équilibre des formes. Le corps, généralement un peu plus haut que large, est bien proportionné, ce qui n'est pas forcément lié à la hauteur au garrot. On peut donc parfois trouver des poneys médiolignes et même des chevaux de grande taille présentant de telles proportions. Certaines races n'acceptent que des individus médiolignes, quand d'autres acceptent toutes les morphologies. Les criollos, par exemple, doivent être exclusivement médiolignes.
On parle en revanche de brachymorphes ou de brévilignes pour des chevaux à la morphologie ramassée et trapue, avec des membres courts. Ils donnent une impression de force et de puissance, même si leurs allures sont souvent peu confortables. Le percheron, le chailleur et la plupart des races lourdes entrent dans cette catégorie, dans laquelle on peut aussi parfois trouver des poneys très rustiques à la morphologie compacte. Enfin, les chevaux présentant une morphologie légère et élancée avec un corps plus haut que long sont dits dolichomorphes ou longilignes. Parmi eux, citons l'Akal Teke, le pur-sang arabe ou encore le pur-sang anglais. Ces chevaux sont le plus souvent destinés aux courses hippiques ou aux épreuves d'endurance. Par ailleurs, certains éleveurs accordent une grande importance à la forme et au profil de la tête des chevaux, plus particulièrement du chanfrein. Ainsi dit-on qu'un cheval dont la tête est allongée a un corps plutôt long, tandis qu'un cheval à la tête courte présente souvent un corps court lui aussi. La classification de Baron parle donc de profil rectiligne pour les chevaux présentant un chanfrein droit. La plupart des pur-sangs, notamment le pur-sang anglais ainsi que l'anglo-arabe, présentent un profil rectiligne. On parle ensuite de profil concave pour les chevaux présentant un chanfrein creusé. Parmi les races au profil concave, citons en particulier le pur-sang arabe, mais également la grande majorité des poneys Welsh et Shetland. Enfin, on parle de profil convexe pour les chevaux au chanfrein moutonné ou busqué, et donc convexe. On parle parfois, pour le profil convexe, de profil africain, en référence à l'origine africaine des races présentant un chanfrein busqué, tels que le lusitanien ou le pur race espagnole, toutes deux largement influencées par le barbe venu d'Afrique du Nord. Bien qu'ils ne fassent pas partie de la classification de Baron, on trouve également d'autres critères dans la différenciation des chevaux selon leur morphologie, comme par exemple la longueur de la tête et donc du crâne par rapport au reste du corps. On parlera donc de mésocéphale pour désigner les chevaux dont le crâne est de taille moyenne ou intermédiaire, de dolichocéphale pour les chevaux dont le crâne est allongé, et enfin, de brachycéphale pour les chevaux dont le crâne est court. À chacun de ces types correspondent des capacités et des caractères bien particuliers. Voilà pourquoi il est toujours très utile de bien maîtriser les critères de cette classification. Le Hackney est originaire, comme son nom l'indique, de la petite ville de Hackney, dans le comté de Londres, en Angleterre. Cette race, surtout connue pour son trot relevé, a été sélectionnée à partir des trotteurs des régions du Norfolk et du Yorkshire. Le Hackney est aujourd'hui essentiellement destiné à la parade et au show. En effet, ses allures relevées et son port altier font l'admiration du public, en particulier dans les concours d'attelage. Les Hackney sont des chevaux énergiques et francs, avec notamment un trot spectaculaire et très relevé. Les genoux s'élèvent en effet très haut, les antérieurs se déployant avec rondeur vers l'avant. La taille du Hackney va de 1,25 m à 1,55 m au garrot. Les robes les plus courantes sont le bai, l'alezan et le noir. La tête est expressive, le dos fort, l'arrière-main solide, avec des jarrets puissants et la queue portée haute. La tête présente un chanfrein légèrement convexe, avec des oreilles mobiles, des yeux grands et intelligents. L'encolure est portée haut, implantée sur deux épaules fortes. Le garrot est marqué et descend bas, la queue bien attachée, le poil fin et brillant. Ce cheval charismatique, qui excelle notamment en attelage sportif, grâce aussi bien à ses qualités athlétiques qu'à son élégance et son énergie, est le fruit de plusieurs siècles de sélection.
L'évolution qui a amené le Hackney à devenir un excellent cheval d'attelage est longue et fascinante. Le premier exemplaire présentant les actuelles caractéristiques de la race aurait ainsi vu le jour en 1760. Durant les 50 années qui ont suivi, le Hackney s'est ensuite développé comme une race tout à fait singulière. Le terme Hackney vient du mot français haquener, ce qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que la langue française était très courante en Angleterre au Moyen Âge. Le mot haquener désignait alors une monture aux allures douces et confortables, particulièrement prisée des dames. Au fil du temps, ce terme fut réservé aux chevaux dont l'allure principale était le trot. Ces chevaux se distinguaient alors par leur polyvalence. S'ils étaient utilisés pour le transport ou les travaux des champs, ils servaient également de monture pour les parties de chasse. Ces ancêtres du Hackney étaient donc tout particulièrement appréciés des monarques de l'époque, comme Henri VII, Henri VIII et Isabelle Ier de Castille, lesquels encouragèrent l'élevage et la préservation du cheval Hackney. Durant cette période, le Hackney fut la monture de prédilection des nobles et de la cavalerie légère sur les champs de bataille. Au début du XVIIIe siècle, les éleveurs commencèrent à croiser le Hackney avec des étalons reproducteurs arabes, ce qui permit d'affiner la race et de la rendre plus gracieuse, sans pour autant lui enlever ses qualités originelles. Et pendant que le Hackney poursuivait son évolution, les éleveurs concentrèrent leurs efforts pour produire un modèle tout particulièrement destiné à l'attelage léger, en raison d'une part de l'amélioration de l'état des routes et d'autre part de la demande croissante de chevaux faciles à dresser. Lorsque les voitures d'attelage ont à leur tour évolué, on a naturellement recherché et privilégié des montures plus élégantes, avec un port de tête plus haut et des allures relevées. C'est ainsi que les Hackney ont connu un grand succès, recherchés à la fois pour leur énergie et leur ardeur au travail, mais aussi pour leur capacité à parcourir de longues distances au trot. C'est probablement au cours du XXe siècle que le Hackney a le plus évolué. En effet, au début du siècle, les Hackney étaient encore exportés en grand nombre dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie ou en Afrique du Sud. Le cheval Hackney présente aussi l'avantage d'être facile d'entretien. Sa longévité est remarquable et il possède également une forte personnalité faisant de lui un cheval très charismatique. Attelé ou monté, le Hackney est facile à vivre, plein de bonne volonté et toujours conciliant. Actuellement, les qualités du Hackney sont également recherchées dans la sélection et la production de chevaux de sport et de sauts d'obstacles. Il continue par ailleurs à rencontrer un franc succès dans les concours d'attelage léger. Lorsqu'on observe pour la première fois un cheval Hackney en action, on reste rarement indifférent. Le geste très caractéristique de son trot, avec les genoux qui s'élèvent très haut et les postérieurs qui s'avancent fortement sous la masse pour pousser vers l'avant, constitue un véritable spectacle. En somme, le Hackney est un cheval unique en son genre. Sa grande intelligence, ses yeux très expressifs et son caractère enjoué, entre autres, suscitent l'engouement de tous, jeunes et moins jeunes, passionnés d'équitation et professionnels. L'allant et le panache du Hackney procurent une sensation de plaisir au public des concours. Les amoureux de cette race vont parfois même jusqu'à dire qu'après avoir vu un Hackney, tous les autres chevaux et poneys semblent bien ordinaires.
L'origine de la doma menorquina remonte au XIIIe et XIVe siècle, au temps des tournois et des joutes équestres. Sur l'île de Minorque, tous les 24 juin, on célèbre la Saint-Jean à travers des fêtes traditionnelles populaires. Le cheval a toujours été au centre de ces festivités, qui ont vu naître la discipline plus connue sous le nom de monte ou doma menorquina. Chevaux et cavaliers descendent dans les ruelles pour se mêler à la foule qui se presse autour d'eux, pour tenter de les toucher. Les chevaux sont dressés et préparés à cet exercice bien particulier et ils savent résister aux bousculades et contenir les assauts les plus violents. C'est d'ailleurs ce qui fait la singularité de la doma menorquina. Similaire en de nombreux points au dressage classique, la doma menorquina se démarque en effet par l'introduction des particularités et des traditions de l'île de Minorque. Les figures et les allures caractéristiques de la doma menorquina sont les suivantes. Le trot court ou trot rassemblé, qui permettait à l'époque aux cavaliers d'affronter leurs ennemis tout en maintenant leur monture en mouvement. La pirouette inversée, qui consiste pour le cheval à exécuter un tour complet, non plus sur ses hanches, comme pour une pirouette classique, mais en déplaçant les postérieurs vers l'extérieur du cercle, autour d'un axe fixe constitué par les antérieurs. Cette figure permet au cavalier de protéger la bouche du cheval des assauts de la foule. Le botte, lui, est sans conteste la figure emblématique du Minorquin. Le cheval se cabre et tout en restant en équilibre sur ses postérieurs, maintient sa tête et son encolure assez haute, sans perdre le contact avec la main de son cavalier. Il peut également exécuter le botte en avançant, autrement dit en sautillant sur ses postérieurs sur plusieurs mètres, tout en gardant son équilibre. Si le botte est la véritable marque de fabrique du cheval minorquin, la doma menorquina n'en demeure pas moins une discipline de dressage qui comprend des figures plus classiques telles que le très élégant pas espagnol. Le passage, un trot majestueux et cadencé. Le piafé, au cours duquel le cheval lève et pose en alternance ses diagonaux en restant sur place, dans un équilibre absolu. Ou encore la pirouette, un tour complet sur les hanches, avec la croupe constituant l'axe fixe. La doma menorquina, en tant que discipline de dressage, exige donc du cavalier un contact franc et moelleux et une main légère qui respecte la sensibilité de la bouche du cheval. Le cavalier doit être capable de transmettre les indications à sa monture de manière presque imperceptible. C'est une condition indispensable à la bonne exécution des exercices et des figures de dressage. Les cavaliers doivent aussi revêtir le costume traditionnel, avec veste et chapeau de couleur typique de l'époque. Le harnachement des chevaux doit lui aussi respecter la tradition. On peut ainsi remarquer la présence de pièces de harnais spécifiques, parmi lesquelles une tétière soutenant l'embouchure traditionnelle, ou encore le collier de chasse typiquement minorquin. Quant à la selle minorquine, elle possède un siège plus long et plus profond qu'une selle classique, avec un trousquin rehaussé qui permet au cavalier d'être bien maintenu en selle, notamment pendant le botte. La doma menorquina se distingue également des autres écoles de dressage par le fait que le cavalier tient ses rênes de la main gauche. Le règlement de la doma menorquina autorise toutefois le cavalier à changer de main si la situation l'exige. Tandis que le dressage classique interdit le cabré ou levade, considérant cette figure comme un mouvement de défense de la part du cheval, la doma menorquina autorise le botte, car le cheval, estime-t-on, est dressé spécifiquement pour exécuter cette figure atypique, par ailleurs tout à fait contrôlée par le cavalier et réalisée uniquement à sa demande. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cavalier et sa monture doivent être parfaitement coordonnés et ne faire qu'un. Le cavalier ne doit manifester aucun signe de nervosité ou d'agacement. Le cheval, lui, ne doit en aucun cas chercher à dominer son cavalier. La doma menorquina est depuis 2000 ans une discipline sportive officielle, gérée et réglementée par la Fédération équestre des Baléares.
L'entrée du cavalier sur le rectangle de dressage pour une épreuve de Doma Menorquina doit produire avant tout un effet visuel et esthétique, car le règlement impose le port d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, d'un gilet, d'un foulard et du traditionnel chapeau minorquin. Les concours organisés sur l'île témoignent de la popularité de cette discipline, qui attire toujours plus de chevaux capables de réaliser avec brio toutes les figures imposées. Il s'agit pour la plupart d'entiers, mâles non castrés, dont l'élégante robe noire de jais brille dans la lumière, offrant au public un spectacle à couper le souffle. Une chose est sûre, sur Minorque, quand souffle la tramontane, on peut souvent entendre le hennissement de chevaux minorquins, rappelant aux habitants qu'ils font partie intégrante du précieux patrimoine de cette île des Baléares. Il existe dans le monde équestre différentes méthodes de dressage. Certains poulains viennent au monde dans un box où tout est fait pour qu'ils jouissent avec leur mère d'un maximum de confort. Ils sont donc en contact avec l'homme dès les premiers instants de leur vie. En revanche, dans les systèmes d'élevage au pré ou en liberté, les juments mettent bas à l'air libre, loin de toute installation. Les poulains, tout comme leur mère, doivent donc être, dans la mesure du possible, surveillés et contrôlés régulièrement, afin de limiter les risques de maladies et de blessures. Dans la plupart des cas, cependant, les poulains sont sevrés sans avoir jamais vraiment été en contact avec l'homme. Il est donc essentiel de commencer à parer les pieds des poulains suffisamment tôt pour leur assurer de bons aplombs tout en limitant le risque de blessure. N'oublions jamais en effet qu'en conservant l'équilibre des pieds, on maintient le cheval en bonne santé. Avant de procéder au parage à proprement parler, il est très important d'observer le poulain évoluer en liberté, notamment pour évaluer ses aplombs. Il faut ensuite le préparer à cette opération et donc le mettre dans les bonnes conditions. En effet, il est indispensable que le poulain ait une confiance totale en l'homme. Pour ce faire, on le fait rentrer dans un espace aux dimensions réduites, entouré de palissades, permettant de limiter ses mouvements, voire d'éventuelles réactions indésirables. Le poulain présenté ici, âgé de 8 mois, n'est jamais entré en contact avec l'homme et sa force est telle que 2 personnes ne suffisent pas pour le maîtriser. On commence donc par caresser ses hanches, puis son dos, avant de passer une main sur son encolure pour remonter jusqu'à sa tête. Il est tout à fait normal que le poulain refuse à ce moment-là de se laisser toucher les oreilles. Dans ce cas, on peut utiliser une corde ou une longe. La main doit ensuite descendre sous l'encolure pour contrôler la tête, en veillant à bien soutenir la ganache, mais sans exercer de pression avec les doigts, ce qui pourrait gêner le poulain. Il faut simplement ouvrir les doigts de la main pour qu'ils servent d'appui au niveau de l'os. En quelques secondes, le poulain se détend et commence à prendre confiance. On continue alors en passant la main sur le chanfrein, le front, puis les oreilles. Par la suite, on place un bozal auquel on fixe une longe qui va nous permettre de mener le poulain en main pour lui apprendre à nous suivre et à se laisser guider. L'idéal est de le faire sortir en reculant pour l'amener directement dans un enclos. Debout, à côté du poulain, il faut alors essayer de lui faire déplacer ses antérieurs dans notre direction, par de légères tractions sur la longe. Lorsque le poulain s'exécute, on relâche la pression. On commence avec un angle de 90 degrés avant de l'ouvrir progressivement jusqu'à ce que le poulain marche bien aligné derrière nous.
40 minutes suffisent généralement pour y parvenir. Une fois que le poulain a appris à être mené en main avec la longe, il faut essayer de l'attacher à un mur ou à un poteau. Les risques de lésions à la nuque sont désormais pratiquement nuls, car le poulain a appris à ne pas s'opposer à la pression dès lors qu'il est attaché. Attacher le poulain permet par ailleurs de garder les mains libres et donc de travailler plus facilement. Une fois le poulain attaché, il faut toucher toutes les parties de son corps, en veillant notamment à ne pas oublier les extrémités afin de réduire sa sensibilité. Avec la main gauche, on exerce ensuite une légère pression sur l'épaule gauche du poulain pour l'inciter à décharger son poids sur notre bras et ainsi fléchir le genou. Cette position est particulièrement avantageuse pour demander au poulain de soulever son antérieur. S'il oppose une résistance, on peut se servir d'une petite cordelette, toujours utile dans ces cas-là. Une fois que l'on parvient à soulever l'antérieur, il faut le reposer au sol, de manière à ce que le poulain s'habitue à cet exercice qu'il est bien sûr recommandé de répéter. On continue ensuite l'opération en réalisant une série de mouvements identiques à ceux effectués durant le parage, en utilisant notamment une râpe. À la fin du parage, le cheval doit porter son antérieur en avant pour le poser sur le trépied et ainsi permettre au maréchal ferrant de limer correctement les bords du sabot. On peut ici s'aider de nouveau d'une corde pour limiter les efforts inutiles. Après plusieurs tentatives, le poulain va se rendre compte qu'il ne court aucun risque et qu'il peut laisser son antérieur posé sur le trépied pour nous laisser travailler. Le processus est identique pour les postérieurs. On commence là aussi par toucher l'ensemble du membre en question pour mettre le poulain en confiance. Il n'est pas rare qu'il cherche à donner des coups de pied, mais en se tenant bien sur le côté, on ne court aucun risque. Une fois qu'on sent le poulain en confiance, il est conseillé d'attacher le postérieur avec une corde pour travailler à distance. En appuyant la main gauche à l'endroit de la saillie de sa hanche gauche, on incite le poulain à décharger son poids sur nous et non plus sur son membre postérieur. Ainsi, on va pouvoir soulever ce dernier beaucoup plus facilement. Là encore, on soulève et on repose le postérieur au sol plusieurs fois. Si l'on voit que le poulain reste calme et détendu durant cette opération, on peut soulever et fléchir le postérieur comme si on s'apprêtait à ferrer son pied. Il faut, si possible, maintenir le pied ainsi soulevé pendant plusieurs minutes. Si le poulain ne manifeste toujours pas de signe d'impatience, profitons-en pour soulever son pied directement avec la main. La dernière étape consiste à porter le postérieur en question vers l'avant pour le poser sur le trépied et limer le sabot. Une fois l'opération réitérée pour chacun des 4 membres, le poulain aura appris à rester calme et disponible, et la future visite du maréchal ferrant pour procéder au parage proprement dit n'en sera que plus simple et plus agréable. Tout cavalier, un tant soit peu expérimenté, rêve de monter un cheval parfaitement équilibré dans toutes les allures. Quand on parle d'équilibre, on fait référence à l'aisance et à la légèreté du cheval, autant qu'à la régularité et à la rectitude de son déplacement. Lorsqu'on sent que le cheval a tendance à pencher toujours du même côté, cela signifie qu'il est déséquilibré. Il est donc nécessaire de corriger cela. Quand on conduit une voiture et que le volant tire plus d'un côté que de l'autre, on dit que la voiture est déséquilibrée. C'est exactement la même chose avec un cheval. En saut d'obstacle, le cheval doit opter pour la trajectoire la plus courte entre 2 obstacles.
S'il est déséquilibré, on remarquera chez lui une tendance à déplacer son corps toujours du même côté, et ce, à chaque obstacle. Par ailleurs, si le cheval se déplace alternativement à droite et à gauche, le problème n'est pas tant un manque d'équilibre qu'un manque de confiance ou bien la peur des différents éléments qui composent la piste. Parfois, il a même tendance à changer de direction en fonction de la proximité des écuries ou bien encore de la présence d'autres chevaux. Un cheval déséquilibré doit être systématiquement corrigé durant un parcours de saut d'obstacle. Le contact sur l'embouchure censé le contrôler réduit en effet la capacité du cheval à sauter, puisqu'elle atténue son impulsion. Dans le cas de chevaux de course, le problème est identique. Les chevaux déséquilibrés partent d'un côté de la piste et finissent de l'autre côté. Ils parcourent donc plus de distance que les autres chevaux, perdant par conséquent un temps précieux. Chaque discipline sportive comporte ses propres difficultés, mais il n'est pas nécessaire de les analyser dans le détail pour saisir l'importance capitale de l'équilibre chez le cheval, notamment à un haut niveau de compétition. Pour corriger le déséquilibre d'un cheval, il est conseillé de le faire travailler sur une piste cavalière ou un parcours en ligne droite. On commence toujours par échauffer le cheval, jusqu'à ce qu'il se montre attentif et disponible. On démarre au pas allongé, en suivant la piste en ligne droite. Une fois la séance entamée, il faut rendre complètement les rênes afin de relâcher la tension et de contrôler le cheval uniquement avec les jambes. Dès que l'on sent que le cheval sort de la ligne droite sur laquelle on évolue, il faut reprendre la rêne opposée et la tirer légèrement vers soi avant de la relâcher à nouveau. Parallèlement, il faut augmenter légèrement la pression de la jambe située du côté où le cheval dévie. L'objectif est de faire sentir et comprendre au cheval que s'il reste droit et aligné, il ne ressentira aucune pression. En revanche, s'il dévie et sort de sa rectitude, l'action de la rêne opposée ou de la jambe correspondante le rappelle à l'ordre. Il faut répéter l'exercice autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à ce que l'on parvienne à le faire marcher droit sans action des rênes ou des jambes, et sans déviation qui perturbe l'assiette du cavalier. Si la tendance du cheval à dévier de sa trajectoire est tenace, on peut toujours l'obliger à exécuter un cercle réduit. Le cheval va alors ressentir une sensation de vertige désagréable. Précisons quand même qu'il s'agit là d'une correction sévère, bien qu'elle ne soit pas agressive. Si l'on souhaite marcher au pas rassemblé, avec contact, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une action énergique des rênes. Le cheval va ainsi apprendre à recevoir les indications par les seules jambes, en ne ressentant qu'un contact léger sur sa bouche. On peut ensuite passer au trot en restant assis dans la selle de manière à suivre les mouvements du cheval en souplesse. On relâche les rênes pour atténuer le contact et ne pas gêner le cheval. Et l'on stimule le mouvement en avant par une action des jambes, jusqu'à ce que l'on atteigne un bon rythme. Il faut cependant rester attentif et veiller à ce que le cheval ne parte pas au galop. Une solution efficace consiste à exercer de petites tractions sur les rênes dès qu'on le sent prêt à passer à l'allure supérieure. Il faut également toujours veiller à maintenir un contact moelleux et léger avec la bouche du cheval, en ne s'autorisant que de petits effets de rêne, sans pression et sans résistance. Les chevaux bien équilibrés ont cette capacité à maintenir un rythme régulier et constant et à rester droits. En effet, leurs postérieurs suivent la même piste que celle décrite par leurs antérieurs. Au galop, on reste assis en selle, le corps légèrement en arrière. Il faut cependant toujours tenir la rêne opposée au côté où le cheval a tendance à dévier et à se déséquilibrer, au cas où. Mais un galop moyen convient parfaitement pour cet exercice. Si les rênes permettent de réguler la vitesse et de contrôler l'allure, une seule rêne suffira pour maintenir et guider le cheval dans la bonne direction. Après quelques jours de travail,
le cheval devrait normalement évoluer dans une parfaite attitude d'équilibre et de rectitude, maintenant sa position et la régularité de ses allures, sans dévier d'un côté ou de l'autre. Avec un cheval équilibré, place désormais à l'entraînement et à la compétition. La mécanique des mouvements d'un cheval varie d'un individu à l'autre et influe sur la qualité des allures ainsi que sur celle du déplacement. Un angle trop ouvert ou trop fermé modifie en effet le point d'appui du membre correspondant. Par ailleurs, la longueur des os varie elle aussi d'un cheval à l'autre. Sachant que dans une même race, il existe des divergences de taille et de conformation, on peut donc comprendre que certaines mesures ne soient pas réglementées par un standard. Pour évaluer correctement la conformation d'un cheval et donc détecter d'éventuels défauts d'allure, il faut savoir que la longueur de ce que l'on appelle la ligne du dessus est elle aussi variable. Ainsi, lorsque le dos est long, les postérieurs et les antérieurs sont en général suffisamment éloignés pour éviter que le cheval en mouvement ne forge, autrement dit, que l'un de ses pieds postérieurs ne vienne heurter le pied antérieur du même côté. En revanche, les chevaux dont le dos est court sont davantage exposés à ce défaut d'allure, et seule une mécanique des mouvements très précise peut leur permettre d'éviter de heurter le pied antérieur avec la pince du postérieur correspondant. Lorsqu'on est confronté à un cheval qui forge, il faut également prendre en compte son niveau du dressage. Le rassembler, par exemple, oblige le cheval à engager fortement ses postérieurs sous sa masse. Il n'est ainsi pas rare que les chevaux ayant un niveau de dressage très avancé et adoptant donc très souvent le rassemblé, présentent des lésions qui n'étaient pas visibles au début du processus de dressage. Si la pince du postérieur atteint et heurte la sole de l'antérieur du même côté, cela peut en effet provoquer une lésion interne du sabot, comparable à un hématome chez l'être humain. Cette lésion entraîne naturellement des douleurs et le cheval se met à boiter. Le problème survient plus précisément lorsque le postérieur atteint son point d'appui avant que l'antérieur du même côté se soit suffisamment soulevé pour le laisser passer. Dans ce cas-là, lorsque le cheval est ferré, on entend un bruit métallique très caractéristique, semblable à celui d'un marteau sur une enclume. Autrement dit, un son de forge. Voilà pourquoi on dit que le cheval forge. Bien évidemment, il existe des solutions permettant de corriger ce défaut. L'une d'elles consiste d'abord à raboter légèrement les pinces des fers postérieurs, faire des pinces carrées, afin de réduire les possibilités de contact avec les talons des antérieurs. Il faut ensuite faire travailler le cheval sur des cavaletti pour développer la mobilité de ses antérieurs et ainsi renforcer ses épaules. De cette manière, chaque antérieur se soulèvera avant que le postérieur du même bipède latéral ne l'atteigne au moment de se poser au sol. Chez certains chevaux, ce sont davantage les talons des antérieurs qui se laissent rejoindre par les pinces des postérieurs, et non l'inverse. Il peut y avoir deux raisons à cela. La première est que les éponges des fers antérieurs sont peut-être trop longues. Cette légère excroissance fait que le sabot se pose au sol plus tôt et légèrement plus en arrière que d'ordinaire. La deuxième raison est à chercher dans le rassemblé et l'impulsion du cheval, qui sont parfois trop prononcés. Dans ce cas, les postérieurs se portent trop en avant et se précipitent par rapport au lever des antérieurs. Le cheval forge alors inévitablement. Avec des chevaux présentant cette caractéristique, il est vivement recommandé de protéger les talons, soit avec des fers adaptés, soit avec des protège-talons spécialement conçus à cet effet, empêchant le sabot de s'abîmer davantage. Les protège-talons sont le plus souvent en néoprène doublés de caoutchouc, ce qui permet de bien amortir les chocs. Parfois, on peut aussi raccourcir légèrement les éponges des fers antérieurs ou bien réaliser un biseau sur les éponges, afin de favoriser le dégagement du fer en cas de contact avec le fer postérieur. Cette solution est toutefois discutable car cela modifie à la longue le point d'appui du cheval,
ainsi que la forme du sabot. Utiliser des fers plus épais sur les antérieurs peut également être une solution, si dans le même temps on a recours pour les postérieurs à des fers un peu plus plats. Ainsi, on élèvera les talons des antérieurs sans pour autant modifier les angles naturels. Il est possible aussi d'engager les fers postérieurs de quelques millimètres sous les pieds, de manière à laisser dépasser la corne au niveau de la pince. Le choc sera moins dur et moins douloureux dans le cas d'un contact avec l'antérieur. Enfin, des fers dotés de crampons font que le postérieur freine et touche le sol un peu plus tôt, laissant ainsi le temps à l'antérieur du même côté de se soulever. Tous les exercices d'allongement améliorent la mécanique des mouvements du cheval. Allonger progressivement le trot permet ainsi d'évaluer les capacités de sa monture, mais aussi de connaître ses limites et donc de ne pas l'exposer à des lésions et à des atteintes. Pour finir, rappelons que la vie et les conseils d'un maréchal ferrant restent très précieux dans ce domaine et qu'ils permettent bien souvent de corriger chez un cheval des défauts que nous pensions inaltérables. La nature est bien faite. Chez le cheval, comme chez tous les autres animaux, chaque partie du corps a un rôle bien défini. Même les poils des chevaux ont une utilité et une fonction bien précises. Les longs poils autour du nez et du menton, plus courts et serrés au bout des lèvres, sont des vibrisses tactiles. Elles ont un rôle absolument fondamental puisqu'elles agissent comme des capteurs permettant au cheval de sentir la présence d'un objet à proximité. Ainsi, un cheval qui se trouve dans l'obscurité d'un box ou un cheval aveugle ne se heurtera jamais aux obstacles qui l'entourent, car ces vibrisses, véritables organes du toucher, lui permettent de percevoir parfaitement l'espace autour de lui. Il est donc absolument déconseillé de les couper. Chacun des 4 membres du cheval est pourvu à son extrémité d'une touffe de poils, le fanon, qui est situé derrière le boulet. Chez les chevaux appartenant à des races lourdes, les fanons peuvent être très abondants, allant même jusqu'à faire tout le tour du boulet. Les fanons permettent de drainer l'eau qui descend le long des membres quand il pleut ou quand le cheval sue, par exemple, évitant ainsi que l'humidité n'atteigne les talons des sabots, ce qui pourrait les abîmer et les ramollir et donc les fragiliser. En outre, dans les régions humides, ils empêchent la boue de s'accrocher à la peau du cheval. La boue se colle au fanon et se détache toute seule lorsque les poils sèchent. Les chevaux possèdent une autre protection naturelle qui ressemble beaucoup à celle de l'homme. Il s'agit des poils de la barbe, qui apparaissent en hiver et disparaissent en été. Leur rôle est d'éviter que la neige ou l'eau glacée ne s'accroche et ne fonde sur la peau du cheval à l'arrière du menton. Lorsque le cheval broute l'herbe des grands pâturages, il rentre en contact avec l'humidité produite par la rosée du matin. Les poils de la barbe protègent alors la peau de cette humidité et permettent de maintenir une température corporelle stable. Le rôle des poils des oreilles est d'empêcher l'eau de pénétrer. Ils permettent par conséquent de prévenir les problèmes d'otite et les troubles provoqués par l'eau et l'humidité dans le pavillon auriculaire. Dans les climats chauds, les insectes constituent une véritable nuisance pour les chevaux. Les poils des oreilles empêchent les insectes de pénétrer en profondeur dans le pavillon. Les poils de la robe protègent la peau du cheval des rigueurs climatiques et des insectes. L'hiver, ces poils poussent et s'épaississent pour aider le cheval à maintenir sa température corporelle. Par ailleurs, les poils sont enduits d'un film gras, le sébum, qui les imperméabilise et les fait briller. Voilà pourquoi les chevaux ne craignent pas vraiment les orages. En effet, l'eau n'atteint que très rarement leur peau, qui par conséquent n'est pas mouillée. La crinière est probablement ce qui caractérise le plus les équidés. Elle a pour principale fonction de protéger la tête et les yeux du cheval de la saleté et des insectes. En effet, le cheval, en secouant la tête, agite sa crinière, ce qui éloigne les mouches et les insectes. Traditionnellement, chez les chevaux de polo, la crinière est complètement rasée afin d'éviter que les crins ne s'en mêlent dans les mains ou le maillet du cavalier. Les crins de la queue ont la même fonction que ceux de l'encolure. Ils servent à chasser les insectes et à les tenir éloignés des zones glabres. Il arrive donc que des éleveurs, pour des raisons souvent esthétiques, coupent les poils et les crins de leurs chevaux, privant ces derniers d'une précieuse protection. Les vibrisses sont, elles, irremplaçables. Il est donc inconcevable et fortement déconseillé de les couper, et surtout pas sous prétexte de toilettage. Rappelons que ce sont des poils tactiles et indispensables au cheval.
Pour finir, rappelons à tous que le bien-être et la santé du cheval doivent toujours primer sur l'esthétique et l'apparence.